Simplement, les gens quittent à un certain moment le parti, ce qui est tout à fait normal parce que c'est la politique. Il y a plusieurs facteurs, dont notamment les facteurs socio-économiques. Je ne vais condamner personne, je ne vais accuser personne, mais remarquez simplement que dans le gouvernement Matata, il y a plusieurs du MLC qui sont partis. Donc lorsque le président Kabila cherchait les 15 personnes pour gérer ce pays, il en a assez trouvé dans le MLC. Mais ce que nous disons, c'est que nous sommes un parti crédible, nous avons une ligne, nous sommes restés stables. Aux concertations nationales, nous avons participé, nous avons apporté notre pierre, donc il y a eu beaucoup de retombées. Chaque fois qu'il y a un dialogue, nous sommes présents. Mais il appartient à la population de savoir que, un, elle ne peut pas capituler. Ce n'est pas parce qu'elle a été déçue une fois qu'elle va dire, bon voilà, moi je ne vote plus, moi je ne fais plus rien, que le pays en vadrouille. Elle doit se prendre en charge, elle doit avoir un esprit de discernement et elle doit surtout évaluer, si vous voulez, ou faire le tri, un bon tri. C'est sa responsabilité à elle, parce que ça ne changera jamais aussi longtemps qu'elle ne choisira pas les bons acteurs. Alors, dites-nous un peu, au sein du MLC, par exemple, puisque vous êtes porte-parole du MLC, en charge de l'idéologie. Alors, quelle est la politique du MLC en ce qui concerne, par exemple, la jeunesse? Qu'est-ce que vos candidats comptent dire aujourd'hui aux jeunes par rapport à ces élections qui s'annoncent déjà parce que vous déposez les candidatures? Vous avez les candidats. Voilà. La question est pertinente, mais je vais vous dire des choses qui sont assez simples. Nous sommes dans une ville, ne prenons que Kinshasa, de plus ou moins 10 millions d'habitants. Et il se fait que c'est la capitale. L'une des plus grosses capitales d'Afrique et du monde, c'est-à-dire en termes de nombre de population. Mais nous avons un Premier ministre et un gouvernement qui sont incapables de nous dire à chiffre exact quel est le niveau de l'emploi, quel est le nombre de chômeurs qu'il y a dans ce pays, notamment dans cette ville. C'est-à-dire des personnes en âge de travail qui ont la capacité de travailler. Vous ne pouvez pas trouver des solutions pour des personnes que vous n'avez pas identifiées. Donc pour moi, un gouvernement qui est incapable de me dire combien de chômeurs il y a à Kinshasa doit démissionner. Alors parce que la plus grande mission, je vais vous dire ce que nous doit faire. La plus grande mission d'un gouvernement, et quand vous parlez des jeunes, c'est l'encadrement. On doit encadrer les jeunes. Chaque jeune a un projet de vie, il faut lui trouver un travail décent pour lui et sa famille. Donc ce que nous ferions, parce que nous voulons aller au perchoir, parce que nous voulons diriger ce pays, c'est en ce qui concerne l'emploi, parce qu'on ne peut pas faire une émission sur notre plan d'action, en ce qui concerne l'emploi, il y a la première étape, c'est l'identification. Ensuite, il y a la planification. Après avoir identifié tout le monde et après avoir segmenté chômeurs qualifiés, chômeurs non qualifiés, d'après les filières, quand ils sont qualifiés pour quel genre de filière, avec la planification, on sait voir exactement quels sont les besoins de la République, en construction, en ingénierie et ainsi de suite. Et on doit matcher la planification avec les besoins, trouver des partenaires stratégiques pour pouvoir encadrer et insérer ces personnes-là dans les divers projets que nous allons lancer. Et pour terminer, vous avez par exemple la Poste. Vous avez déjà vu un pays moderne sans poste? Est-ce que vous êtes capable d'envoyer un courrier à Kisangani? À quelle adresse vous allez l'envoyer? Il n'y a même pas de boîte postale. Donc, en disant quand vous êtes incapable d'avoir une poste dans votre pays, vous n'irez jamais vers la modernité. Donc, avec la poste, on peut relancer plusieurs services, dont notamment la banque de la poste, parce que nous n'avons pas de banque dans ce pays. Donc, je pense qu'il y a plusieurs opportunités. Je ne vais pas prendre tout le temps de l'émission pour vous expliquer. Mais si l'État a un plan stratégique, on peut d'abord refinancer des services qui sont tout à fait indispensables. La poste, le transport, il n'y a pas que Transco, il y a les chemins de fer, les voies ferrées. On peut relancer toutes les gares. Permettre aux gens d'aller à Kisangani en train, par exemple, ça va créer de l'emploi, ça va faciliter l'activité économique, mais simplement, il y a absence de plan stratégique. Et malheureusement, les conséquences sont celles que vous connaissez. Plus de 90% de jeunes ne travaillent pas. Très bien. On va passer à un autre dossier, toujours en rapport avec les élections. On va revenir là-dessus. On va parler aussi de sécurité, mais on va suivre le prochain dossier de cette rétrospective et revenir sur ce plateau. L'objectif poursuivi par cette proposition de loi est d'accorder plus de garanties à la fois sécuritaires, matérielles et financières aux anciens présidents de la République élus. Modeste Mutinga Mutishwayi, initiateur de la dite proposition de loi. L'objectif de la présente loi est de sécuriser matériellement et politiquement l'ancien président de la République. Le fait pour celui-ci d'imaginer l'insuffisance matérielle qui le guetterait désormais dans sa vie privée, mais également et surtout des poursuites judiciaires éventuelles qui pourraient l'exposer à l'emprisonnement, au traitement dégradant et humiliant au terme de son mandat, éveille souvent en lui un instinct de conservation du pouvoir par tous les moyens légaux et autres tripatouillages constitutionnels. C'est vrai, le fait de quitter le pouvoir n'induit pas nécessairement l'assurance d'une sécurité matérielle et juridique. Contraint à s'expliquer sur leur gestion, les anciens présidents de la République en Afrique ont souvent été forcés d'aller en exil ou de recourir aux rébellions ou autres sécessions
comme moyen de déstabiliser leur pays, de se maintenir ou de revenir rapidement au pouvoir. Après la réception de cette proposition de loi par la plénière, elle a été envoyée à la commission PAJ du Sénat pour une semaine pour sa mise en forme. Le débat sur le statut du chef de l'État en fonction ou à un ancien chef de l'État est un débat qui a lieu dans tous les pays démocratiques. Ce qui aurait été bien, à mon avis, c'est qu'on améliore le statut de l'ancien chef de l'État en fonction des grands services rendus à la nation. Ça, c'est très important. Alors, il y en a qui disent que tous les chefs d'État ne rendent pas des grands services à la nation, mais on en tiendra compte. Si un ancien chef d'État n'a pas rendu des grands services à la nation, écoutez, il ne bénéficiera pas des avantages et privilèges qui sont préconisés. Mais s'il a rendu des grands services à la nation, il faut le faire. Et là, encore une fois, d'autres cas de figure, comme un ancien chef d'État qui a assumé seulement l'intérim en cas de vacance du pouvoir, ça c'est un élément important. Je pense qu'il mérite aussi qu'on lui reconnaisse certains avantages. La proposition, elle est bonne, mais elle mériterait d'être améliorée. Améliorée dans le sens où il faudrait inclure dans cette protection tous les anciens présidents de la République. Pas seulement les élus, même Nzé Désiré Kabila, même Mobutu Sese Seko, les inclure pour apaiser l'ensemble des forces politiques, l'ensemble du peuple congolais. La loi est taillée sur mesure pour l'instant, mais une loi ne se vote pas comme ça. Elle passe en commission, la commission l'améliore, elle revient en plénière. Et c'est à ce moment-là que la plénière vote. Donc nous avons encore le temps, à travers les différentes étapes, d'améliorer la loi. Alors voilà, statut d'ancien président, on en parle, vous avez suivi les réactions. Allez, on parle le sénateur a parlé tout à l'heure, de services rendus à la nation. Comment quantifier cela ? Quel est votre point de vue ? Bon, déjà, je ne suis pas très d'accord avec l'idée. Je pense qu'un chef d'État reste un chef d'État. Donc, quand il est ancien chef d'État, il doit avoir les mêmes avantages que tous les anciens chefs d'État. Parce que qui va juger des services rendus à la nation et qui va se mettre dans un comparateur pour dire on va donner plus de protection à celui qui a fait plus ? Ce n'est pas une compétition. Dès l'instant que le suffrage universel, c'est-à-dire l'ensemble de la population congolaise, choisit une personne pour présider à ses destinées, cette personne-là, après cette fonction, devra bénéficier de la protection et ça doit être pareil pour tout le monde. Ça, c'est mon point de vue. Pourquoi je le dis ? Parce que finalement, si la majorité estime que le fait que pendant le mandat de M. Kabila, le président de la République, on ait élargi le boulevard, c'est quelque chose de grandiose, un autre expert peut venir vous dire que pour moi, ça, ce n'est rien fait. Moi, je suis en train de vous dire, par exemple, qu'un gouvernement qui ne nous a pas donné l'emploi, on n'a pas refinancé la poste, la police, après 10 ans, reste dans des conteneurs, alors qu'un poste de police, c'est d'abord de l'administration. On n'a refait aucune commune. Moi, je vous dirais que c'est un bilan négatif. Mais quelqu'un de la majorité vous dira que si Sabidimbu, il y a eu beaucoup de choses. Donc, est-ce que ça va se baser sur son appréciation à lui ? C'est pour cela que pour éviter tout ce qui est aléatoire, tout ce qui est subjectif, on devrait avoir un statut d'ancien chef de l'État. Et moi, je pense très bien que tous les chefs de l'État le méritent. La protection, la sienne, celle de sa famille, et basta. Il n'y a pas question de dire que tel a rendu plus de services, il a droit à plus, et celui a rendu moins. C'est tout à fait aléatoire, et je ne pense pas qu'une république se gère de cette manière-là, parce qu'en ce moment-là, ça devient bilantaire, et le bilan peut être fait par plusieurs personnes avec des tendances tout à fait différentes, donc c'est tout à fait incohérent. Alors, finalement, le débat, lui, il est ouvert, mais aujourd'hui, s'il fallait justement dresser le portrait, enfin un texte, quelles seraient les conditions aujourd'hui qui pourrait faire qu'un président de la République puisse justement bénéficier de ces avantages dont on est en train de parler. Parce que vous dites qu'il y a des gens qui pourraient faire une lecture négative d'un bilan d'un président de la République. S'il y a un bilan négatif ou si on reproche à un chef d'État quelque chose qu'il aurait fait ou on le mettrait sous sa responsabilité, certaines choses, qu'est-ce qui se passerait à ce moment-là ? Non, je pense que dans l'exercice des fonctions de chef d'État, ce sont des fonctions très compliquées. Il y a plusieurs choses qu'on ne maîtrise pas et il y a des fois des situations pour lesquelles on est responsable alors qu'on n'est pas auteur. Donc je pense qu'à ce niveau-là, il y a des formes d'immunité spéciales qui peuvent être créées qui ne sont pas valables que pour M. Kabila, le président de la République actuelle, mais pour tous les autres présidents. Je refuse simplement l'idée selon laquelle il y aurait des personnes qui, selon une loi donnée, vont attribuer des mérites à certains présidents et en refuser à d'autres, parce que ça serait très aléatoire. Mais maintenant, c'est vrai que dans l'exercice de la fonction,
il peut s'avérer qu'il y ait eu des décisions qui étaient difficiles à prendre et difficiles à gérer, et qu'à un certain moment, la classe politique se dise, mais écoutez, dans ce contexte-là, nous accordons une immunité X pour tel acte ou pour telle ou telle autre période. Ça, c'est la classe politique qui dirige, mais il faut savoir que tous les crimes ne sont pas prescriptibles. Ça veut dire qu'il y a aussi des choses qu'on ne peut pas effacer. Ça, c'est le législateur qui va s'en occuper. Je ne suis pas dans ce débat-là. Moi, je suis dans le débat de dire, oui, M. Kabila, le chef de l'État, a rendu des services à la nation. Oui, il mérite la protection pour lui et sa famille. Oui, il a besoin qu'il ait des avantages parce qu'il a rendu service. Et pour moi, ça se limite là. Ça sera pareil pour les prochains présidents, y compris le président Jean-Pierre Bemba. Ça sera pareil pour tout le monde. Mais si aujourd'hui, on doit commencer à dire, lui, il avait fait 15 buildings, l'autre en avait fait 50, celui qui a fait 50 touchera plus d'argent, on va entrer dans l'aléatoire et je pense que ce n'est pas comme ça qu'on gère une république. Vous pensez que cela serait applicable aussi aux autres présidents? On parle de présidents élus, mais on a parlé de M. Laurent Désiré Kabila, on a parlé de Joseph Désiré Mobutu. Est-ce que cela pourrait avoir un effet rétroactif? Écoutez, dès l'instant qu'un chef d'État, indépendamment de la manière dont il a été... dont il a accédé au pouvoir. A eu la signature de chef d'État. Il a engagé le pays, il a rendu service. Mobutu, c'était 32 ans de dictature, mais il n'y avait pas que du mal. Aujourd'hui, quand vous prenez les infrastructures à l'époque de Mobutu, c'est peut-être 2 fois celles que nous vivons aujourd'hui. Mais elles n'ont pas résolu le problème de la faim qu'il y avait, n'ont pas résolu le problème de la corruption. Donc je pense que même s'il a accédé au pouvoir par un coup d'État, par rapport aux services rendus, il mérite sa protection. Cela est pareil pour monsieur, enfin, il n'est plus en vie, je veux dire, pour sa famille, les avantages qui sont liés à sa fonction. C'est pareil pour monsieur Kassavubu. Ce serait pareil même peut-être pour les premiers ministres, Lumumba et consorts. Moi, je ne suis pas contre cette idée que de dire tous les fils du pays qui ont sacrifié une partie de leur vie pour rendre service à la nation méritent que la nation les protège. Ça c'est une idée qui est tout à fait normale et ça se fait dans tous les pays. Mais on doit éviter d'entrer dans le genre de propos tel que j'ai vu M. Chokitoun de dire, bon voilà, par rapport au mérite, mais quels sont les mérites aujourd'hui? Il n'y en a peut-être pas. Pour nos oppositions, nous n'en voyons pas. Nous n'avons peut-être pas les mêmes lunettes. Mais du moment que nous ne voyons pas de mérite, si nous entrons dans cela, ben, écoutez, ça sera tout à fait déshonorant. Très bien. On va passer alors au prochain dossier de cette rétrospective. On a eu votre point de vue. Nous allons revenir, nous allons chuter par un sujet qui intéresse certainement beaucoup le public, mais on va d'abord suivre ce reportage-là. Le gouvernement de la République s'occupe de très près de la situation de nos compatriotes vivant en Afrique du Sud, victimes de la barbarie de quelques Sud-Africains. Nous sommes en contact permanent avec les autorités sud-africaines pour la sécurisation de nos compatriotes. Propos du ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, devant les députés nationaux ce jeudi au Palais du Peuple. En ce qui concerne les ressortissants congolais, il y a lieu de signaler que tout a commencé le 14 mars 2015 avec le meurtre de M. Djan Tchapé à Noël, sauvagement brûlé vif à son lieu de travail à Durban, par un groupe de jeunes Zoulous, et qui a succombé à ses brûlures le lendemain à l'hôpital. Ces actes de vandalisme à Durban, Johannesburg et au Cap ont donc occasionné au moins 7 morts, plusieurs blessés et plus de 4000 personnes déplacées qui, pour préserver leur vie, ont dû fuir leur domicile et vivent dans des camps de fortune en attendant que la sécurité revienne ou qu'ils soient rapatriés dans leur pays d'origine. Au nombre de victimes, on signale un Congolais présumé tué, 2 autres portés disparus, ainsi qu'environ 200 déplacés, aujourd'hui réfugiés, comme d'autres étrangers africains, au poste de police d'Issipango à Durban, où, en dépit de la présence policière, leur sécurité demeure précaire. Un petit débat est organisé par le maître des séances Charles Mwandontimba pour permettre aux élus d'apporter leur contribution dans cette affaire. Des événements dramatiques de plus en plus liés aux différents mouvements des populations à travers le monde interpellent. Ainsi, pour Antoine Boyamba, l'heure de l'éveil de conscience a-t-elle sonné? Le vice-ministre des Congolais de l'étranger plaide pour une migration décente. C'est tout l'enjeu de la conférence régionale sur la migration décente qui s'est tenue ce mercredi à l'hôtel Vénus.
Pour Antoine Boyamba, l'Afrique est un vaste pays. Les frontières étaient fixées par les colonisateurs à la conférence de Berlin. Il est donc inconcevable qu'un Africain soit maltraité sur le sol africain. Nous, Africains, malheureusement, nous avons fait nôtre ces frontières, des barrières, des murs. Et quand les gens se déplacent d'un côté ou de l'autre de ces murs, ils sont maltraités. Heureusement que nous, le Congo, nous montrons l'exemple d'être un pays qui a toujours su bien accueillir ceux qui viennent sur son sol. Notre pays a subi ou continue de subir depuis au moins plus de 2 décennies des invasions venues de l'extérieur. Et ces différentes invasions, comme vous pouvez l'imaginer, ont laissé des traces sur le tissu social. Et ça a déstabilisé le pays parce que nous devons d'abord mettre les moyens pour assurer l'intégrité du territoire, rassurer nos frontières. Et il y a eu un coût à mettre sur ce plan-là. Et voilà, donc on parle de cette situation vécue par des Congolais à l'étranger, en République sud-africaine. Alors, monsieur Jacques Mamba, vous êtes porte-parole du MLC. Quelle a été votre lecture de ces événements? Mais écoutez, vous savez, la situation en Afrique est de plus en plus compliquée, mais c'est une situation aussi qui est mondiale. Vous avez appris, par exemple, qu'en Sicile, il y a eu, et comme d'habitude, les gens font la traversée pour aller vivre mieux, parce qu'ils fuient la misère en Afrique. Il y a eu près de 700 naufragés qui ont été dignement enterrés par les Siciliens, avec vraiment des très beaux cercueils, alors que c'était des personnes a priori incognito. Oui. Ici, dans notre pays, 400 personnes, le gouvernement est déjà essoufflé, il les met dans une fosse commune, pour autant encore qu'on doit faire les enquêtes pour l'exhumation des corps et tout ça.